Bonjour, je m'appelle AFC, les anciens étudiants de la faculté de Constantine. Alors, il y a 2 jours de ça, j'ai fait une présentation sur le sujet de l'assurance qualité, enseignement supérieur au Royaume-Uni, en Angleterre, Royaume-Uni en général. Et comme il n'était pas possible d'enregistrer la présentation il y a 2 jours, j'ai décidé de refaire la présentation en solo, un monologue si vous voulez, et de la mettre à la disposition de ceux qui voulaient la voir, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'ils auraient bien aimé assister, mais ce n'était pas possible. Donc, Jamal Azi, je vais mettre mes diapos. Avant ça, juste pour expliquer le background avec les chevaux, je ne suis pas particulièrement fan des chevaux. Je suis monté sur un cheval une fois dans ma vie, c'était bien. Mais quand j'ai vu ce background en particulier, il m'a attiré dans la mesure où un cheval, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, et pourrait être un symbole pour la qualité. C'est des animaux qui sont très beaux, qui sont très performants, qui ont de l'endurance. Apparemment, un cheval, quand il court, quand tu lui demandes de galoper plus tôt, il fait ça jusqu'à ce qu'il meure, si on ne l'arrête pas avant. C'est un animal magnifique qui est très beau physiquement, mais je pense aussi sur d'autres aspects. Donc, les chevaux. Alors, je vais passer à l'important. Je vais mettre ma présentation. Et si tout va bien, voilà, ça vient. Alors, assurance qualité, enseignement supérieur en Grande-Bretagne. Je vais juste mettre ça sur le côté. Bon, une petite introduction pour rappeler que c'est un aperçu, le sujet est vaste et on pourrait parler de ça, enfin je pourrais parler de ça pendant des heures et bon, on n'a pas des heures, donc je vais essayer d'être aussi bref que je pourrais. Une petite introduction à mon propos, j'ai fait l'université de Constantine 83 à 88, j'ai fait électronique, un ingénieur à l'État. Puis je suis allé au Royaume-Uni en 89. Et là, j'ai fait un doctorat et un master en automatisme, control engineering. J'ai fait de l'assistanat, j'étais assistant de recherche pendant un moment. Et j'étais enseignant d'électronique, puis maître de conférence, principal lecturer en Angleterre, à l'université de Portsmouth. J'ai aussi fait de la recherche pendant des années, un peu plus, un peu moins. Bon, je ne suis pas une sommité, mais je suis quand même des publications. Et j'ai aussi pris des postes administratifs divers. Entre autres, j'ai fait les emplois du temps, un job que personne ne voulait faire, mais que j'ai fait pendant 7 ans, donc j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine. Et puis en 2007, j'ai été détaché à Amman en tant que chef de département d'assurance qualité, du département d'assurance qualité ou la cellule assurance qualité, dans un collège qui est affilié à l'université de Portsmouth, qui est mon employeur. Donc, je suis avec l'université de Portsmouth, mais ça fait 4 ans et demi que je suis à Amman. Alors, pourquoi l'assurance qualité au Royaume-Uni? Simplement parce que c'est le système que je connais le plus. J'imagine qu'il y a des systèmes qui sont peut-être plus performants, qui sont différents d'abord, mais plus performants. Je pense surtout aux systèmes scandinaves, qui sont peut-être meilleurs. J'en ai pas fait l'expérience, j'ai visité une fois et j'ai vu que c'était bien, mais on ne peut pas vraiment se prononcer sans passer du temps dans le pays et à travailler dans le domaine. Ayant dit ça, je trouve que le système in the UK, il fonctionne assez bien. Et de plus, ce qui est de plus, s'améliore continuellement, ou du moins est conçu pour. Donc, il n'est pas fixe. Il y a toujours possibilité de changer, d'améliorer les choses.
Et je pense que pour tout système d'assurance qualité, il faut prévoir cette possibilité de réviser, de passer en revue les systèmes qu'on a, les procédures qu'on a, de manière à ce qu'on puisse s'améliorer s'il y a possibilité. Donc, voilà, ça c'est l'introduction. Je répète, c'est un aperçu, mais let's go. Donc, assurance qualité, il faut bien commencer quelque part, une définition. Je donne la définition en 3 langues, anglais, arabe et français. Bon, l'anglais parce que c'est probablement la langue avec laquelle je réfléchis. J'ai quand même passé plus de 30 ans, enfin plus de 28 ans au Royaume-Uni et maintenant je travaille en anglais, je fonctionne en anglais. En arabe parce qu'à Oman, bon, il faut bien parler arabe de temps en temps. Et en français parce que, bon, je ne vais pas expliquer, vous savez pourquoi. Donc, doing the right things in the right way. قيام بالأشياء التي يجب القيام بها بالطريقة الصحيحة. C'est une définition toute simple, mais qui est lourde de conséquences, d'implications. Et dans la mesure où, si on décortique un petit peu, il faut savoir analyser les choses qu'il faut faire, basically. Les choses qu'il faut faire et décider de ce qu'est la bonne manière. C'est vraiment, il y a du travail, il y a beaucoup de travail à faire ça. La définition suivante est une définition un petit peu humoristique qui est faite dans l'humour, mais elle est aussi lourde d'implications. The art of doing things right when no one is looking. فن القيام بالأشياء بشكل صحيح عندما لا ينظر أحد. Et là, c'est un petit peu mi-blague, mi-sérieux, mais c'est très sérieux. Bon, Amman, quand الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي vont pour accréditer une institution, une université, ce slogan fait partie des diapos qu'il présente. Donc c'est très sérieux et c'est vrai parce que bon, les audits, les accréditations ne se passent pas tout le temps et quand personne ne regarde, il faut faire les choses comme il faut et prendre l'habitude de faire les choses comme il faut parce que les audits ils viennent tous les 4-5 ans. Si on n'a pas fait ces choses de la bonne manière tout le temps, si ce n'est pas une habitude, ben, on va avoir des problèmes et probablement on ne va pas se faire accréditer. Donc, pour progresser avant toute chose, il faut définir ce qu'est une université. Si vous êtes dans le domaine, vous comprendrez, vous êtes au courant. Si vous n'êtes pas, vous avez une vague idée de l'université, mais il est important de dire que l'université, c'est d'abord les étudiants, parce que sans étudiants, on n'a pas d'université. On a peut-être un centre de recherche, mais pas d'université. Et puis après, on a tout un appareil administratif, le corps des enseignants, les classes, les laboratoires, la bibliothèque, très importante, et ce que j'appelle les services ancillaires, la site universitaire, le réfectoire, le centre médical, le gymnasium, la piscine, si vous en avez une. On peut ajouter la liste est grande. Donc, en termes de rapport de force, il y a les étudiants qui sont ce groupe-là de clients, je parlerai un petit peu plus de clients, et puis il y a la structure qui assure que l'étudiant va recevoir du savoir. Okay? Donc, on a un savoir là qui passe du haut vers le bas, mais aussi cet appareil qui va s'assurer de l'évaluation. J'ai mis l'évaluation en premier à gauche, parce que l'évaluation de l'étudiant commence avant même que l'étudiant n'aille s'asseoir sur les bancs de l'université. Je prends le UK, le Royaume-Uni, les grandes universités, Cambridge, Oxford, les étudiants se font interviewer avant même d'aller. Ils peuvent avoir de très bons résultats de A-levels, Advanced Levels, qui est l'équivalent du bac, mais ils vont quand même se faire interviewer et s'ils ne passent pas les interviews,
ils ne vont pas à l'université. Alors l'évaluation, et puis l'évaluation continue après, c'est les examens, c'est les devoirs, c'est les travaux pratiques, etc. Alors il y a évaluation tout au long du cursus et même avant que l'étudiant ne commence, et puis il y a ce transfert de savoir qui se fait sur la durée du cursus. Mais en termes de rapport de force, les étudiants valent autant que le reste. À la rigueur, vous pourriez dire que avec des enseignants et des étudiants, on pourrait avoir une université, mais en réalité, non, il y a un tas de trucs qu'il faut faire qui font que ça ne marcherait pas avec seulement des enseignants et des étudiants. Vous le savez déjà. Alors, l'université, c'est aussi une entité qui fait de la recherche, qui fait de la consultance. Bon, c'est les enseignants, c'est les chercheurs qui vont se faire consulter par qui a besoin de leurs conseils, si vous voulez, l'industrie, le gouvernement. Et la raison pour laquelle je l'inclus dans la définition de l'université, c'est quand, si on parle d'assurance de qualité et d'accréditation en particulier, quand les institutions d'accréditation vont faire un audit sur l'université, ils demandent le niveau de performance de l'université en termes de recherche. Et ils demandent aussi comment que la recherche qui se fait à l'université affecte l'enseignement. Donc, la question, c'est dites-nous comment est-ce que vous incorporez ce que vous faites en recherche au niveau du cursus. L'idée, c'est que l'étudiant a une partie de ce qu'il étudie qui est à la limite du savoir. Bon, on sait que vraiment, il y a des limites à ça, mais quand on a une belle histoire à raconter dans ce sens, on gagne des points. Donc, c'est une bonne chose à avoir. Et puis, l'autre point, c'est l'interaction avec la société et l'industrie. Et là encore, surtout l'industrie, les chercheurs à l'université vont interagir avec l'industrie, faire de la recherche, faire de la consultance. Mais aussi, l'université va placer, on appelle ça placement au Royaume-Uni, les étudiants vont travailler dans l'industrie. Le placement, le placement par excellence, c'est après 2 ans d'études, l'étudiant va dans une compagnie, travaille pendant une année, se fait payer, dans la plupart des cas, et puis revient pour finir sa 3e année, sa 3e et 4e année. Donc, on obtient un diplômé qui est beaucoup plus mature, qui a de l'expérience, et qui va probablement retourner travailler pour la compagnie parce que la compagnie lui aura fait une interview d'une année. Et beaucoup d'étudiants, enfin, j'en connais beaucoup, sont allés travailler pour l'industrie. Donc l'université au Royaume-Uni, du moins, c'est ça, et la pratique se fait ailleurs aussi dans d'autres pays. Moi, j'en ai fait l'expérience au Royaume-Uni, à l'Université de Portsmouth, où pendant une année, j'étais le coordinateur de placements. Et on visite les compagnies, on parle aux étudiants, on essaie de les convaincre que c'est une bonne chose. Il y a des programmes qui viennent avec placement comme, bon, pas une option, bon, l'option est toujours là-bas, mais c'est des programmes avec placement. Anyway, on passe. Il est aussi important, avant de parler d'assurance qualité, c'est parce qu'il faut établir les bases, de décrire un petit peu le système, ce que j'appellerais le système législatif et organisationnel des principaux acteurs dans le business de l'éducation supérieure. Et j'utilise le mot business à escient, pas nécessairement à bon escient, mais à escient, parce que de plus en plus, il y a beaucoup de gens, bon, moi un petit peu y compris, qui pensent que le gouvernement au Royaume-Uni essaye de rendre l'enseignement comme un business. Bon, il y a le pour, il y a le contre, on pourrait discuter de ça pendant des années. En fait, on en a discuté pendant des années et ça continue. En bleu, sur la droite, on a le gouvernement, généralement bleu pâle, le gouvernement, UK government. En dessous du gouvernement, bon, le gouvernement s'occupe de tout.
Vous avez une idée, et puis en dessous du gouvernement, il y a le département de l'éducation, Department for Education, qui est fait England. Bon, j'ai pris l'exemple de l'Angleterre. Le département d'éducation s'occupe, c'est un département ministériel, le ministre, il s'occupe de tout ce qui est éducation. Donc, on aura même les écoles, les centres de formation, et inclus dans ça, il y a les universités. Et là, sous le département de l'éducation, il y a Office for Students, OFS, qui avait un autre nom il y a quelques années de ça. Et une des fonctions de Office for Students, c'est de recevoir de l'argent, un budget des ministres, du ministère plutôt, et de distribuer à travers les universités. Avant de considérer la partie du milieu, on commence à parler de l'assurance qualité, sur la droite, on a envers l'université elle-même qui est organisée, bon, il y a l'institution en haut de l'échelle, et puis après il y a des facultés de sciences, comment dire, de sciences naturelles, de technologie, de lettres, etc., sciences sociales. Et puis, sous les facultés, il y a des départements. Là, on se rapproche on se rapproche de l'essentiel, si vous voulez, là où existent les enseignants. Et puis, les enseignants et toute l'administration qui va avec vont interagir avec beaucoup de parties prenantes. Les parties prenantes, on a les étudiants eux-mêmes, on a les professionnels, l'industrie, l'éducation, les étudiants les diplômés qui ont quitté, mais qu'on garde quand même. Donc, le vert de l'université interagit avec la nébuleuse, comment dire, en bleu foncé, qui représente toutes les parties prenantes. Au milieu, on a, en haut de l'échelle, on a QA, Quality Assurance Agency. Alors, QAA est l'intermédiaire entre Office of Students et les universités. QAA, tous les 5-6 ans, va visiter l'université et auditer l'université pour vérifier que ce qui se passe, que la qualité est assurée dans tout ce qui se passe à l'université. Bien sûr, ils ne vont pas voir tous les programmes, ils vont commencer au niveau de l'université, et puis ils vont descendre, ils vont prendre quelques facultés, et puis ils vont descendre, ils vont prendre quelques départements, et puis ils vont descendre, ils vont voir quelques programmes. Donc, c'est plus un échantillonnage qu'un audit complet. Et si l'université passe tous les tests, eh ben, elle a une validation, on lui donne 5 ans d'autonomie avant que l'audit suivant arrive. Et essentiellement, cet audit pour vérifier que la qualité est assurée, qu'il y a une assurance de qualité, va examiner que toutes les procédures qui doivent être en place pour assurer la qualité sont en place, que toute la documentation en échantillon, toute la documentation, les règles, les politiques qui sont nécessaires sont en place. Là, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est ces politiques vont dire, bon, pour telle ou telle chose, quand il s'agit de learning and teaching, par exemple, apprentissage et enseignement, il y a une stratégie, un document, il y a des réunions qui se font, ils vont demander les comptes rendus des réunions, ils vont demander à voir quand ces réunions se sont passées, s'il y a des actions qui ont été mises, qui sont issues de ces réunions, ils vont dire, bon, donnez-nous le suivi, qui c'est qui a fait quoi, quand, les résultats, est-ce que vous avez communiqué les résultats aux étudiants, vous voyez un petit peu tout doit être documenté et prêt à être inspecté par ces gens-là. Le QAA n'ira pas à un département en particulier. S'ils arrivent à demander un département, c'est qu'il y a un grand problème. They deal with
with the university, avec l'université. Aussi, alors, en bas, le carré en bas, professional institutions. Et là, c'est un truc qui, par exemple, je sais, n'existe pas en Algérie. Professional institutions, c'est un groupe de gens. Beaucoup des professional institutions, c'est des associations professionnelles, existent depuis des décennies, et il y en a une ou deux qui existent depuis plus de 150 ans, je crois. 100 ans sûr, mais qui existent depuis longtemps. Et c'est des groupes d'experts dans leur domaine. Donc, je prends, par exemple, IET, Institution of Engineering and Technology, s'occupe de tout ce qui a trait à l'ingénierie et la technologie. Existait sous un autre nom, mais il s'occupe de, bon, par exemple, de mechanical engineering, electronic engineering, tout ce qui est engineering, et s'en occupe. Et ces institutions sont licenciées, elles ont des licences from engineering qui leur sont données par le Engineering Council, sont licenciés pour pouvoir faire des accréditations. C'est des accréditeurs, mais ils font plus que ça. On peut devenir membre de ces institutions. Donc, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'introduction, je suis un membre de IET. Et en tant que membre, j'ai accès à des services que cette association offre. Ils peuvent mettre des conférences, ils ont un journal, plutôt une revue, newsletter régulière que je reçois. S'ils organisent quelque chose de conférence qui est dans mon domaine, je peux demander leur aide. Ils donnent même de l'argent de temps en temps. Il faut postuler. Donc, ils font beaucoup de choses. Mais une des choses qu'ils font, c'est l'accréditation. Et là, l'accréditation, la flèche, si vous la voyez, elle va vers le département. Donc, le département peut choisir d'aller vers une institution professionnelle pour accréditer leur programme. Donc, ces associations professionnelles sont puissantes, l'idée est puissante dans la mesure où l'accréditation donne un label de qualité à ces institutions qui va les rendre compétitives. Là, on parle business. Les étudiants, bon, entre département A et département B, pourquoi est-ce que je vais aller vers l'un ou l'autre? A a une accréditation. B n'a pas d'accréditation, bon, je crois que je vais aller vers A. Et parce que l'étudiant, alors juste petite information, les étudiants au Royaume-Uni, en ce moment, payent quelque chose, un peu plus que la somme que je vais donner, 9 000 livres par an. Donc, s'ils peuvent payer de leur poche, ils le font, mais généralement, tous les étudiants reçoivent un prêt du gouvernement qui est donné à l'université au nom de l'étudiant. Et ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'Office for Students. C'est toutes ces questions d'argent. L'étudiant contracte une dette. Donc, pour chaque année qu'il étudie, il a 9 000 livres. Et bon, il y a aussi les coûts de vie. On n'en parle pas parce que ce n'est pas l'université qui reçoit ça. Quand il a fini, l'étudiant, il a, bon, par exemple, 3 ans, un diplôme de 3 ans, 27 000 livres sterling, et il a 30 ans pour rembourser ça. Dès qu'il perçoit un salaire au-dessus d'une certaine somme, le repaiement commence, et c'est un pourcentage, je crois que c'est 9%, au-dessus de quelque chose comme 20 000 livres sterling par an de salaire. Et ils font ça sur 30 ans. S'ils peuvent repayer avant, c'est bien. S'ils ne peuvent pas, ben, c'est 30 ans. Et puis après 30 ans, même s'ils n'ont pas tout repayé, c'est payé. Parce qu'il y a une question d'intérêt aussi. Donc, business. Donc, un petit peu là, le diagramme définit le système, enfin, l'appareil législatif et organisationnel. Bon, en termes de Engineering Council, je donne la définition de ce qu'il fait, c'est un body, regulatory body, c'est une institution, si vous voulez, qui régule la profession d'ingénierie. Ils maintiennent les normes qui sont internationales,
qui ont été mises en place à travers des projets d'entente entre toutes les nations qui, dans ce cas, c'est les anglo-saxons, qui adhèrent à ces normes, et le UK, le Royaume-Uni n'est pas étranger à ça. Ils doivent appliquer ces normes. Et les standards ou les normes au Royaume-Uni pour le professional engineering, les compétences des gens qui vont faire du professional engineering, pratiquer l'engineering comme professionnel, sont avec l'Engineering Council. Donc, d'où leur position et le fait qu'ils donnent une licence à ces institutions professionnelles qui, elles, peuvent accréditer des programmes d'études. Alors, en passant, une dernière information à propos de professional institutions, elles peuvent se faire virer, peuvent se faire retirer cette licence si elles ne font pas le boulot comme il faut. Tout le monde surveille tout le monde. Et ça fait partie de cette idée d'assurance de qualité. Alors, le code de qualité au Royaume-Uni, c'est une page, vous l'avez en face de vous, qui fait partie dans un document de 7 pages, et qui parle de standards, normes, et de normes que l'éducation supérieure doit satisfaire, et de niveau de performance pendant qu'on essaie d'appliquer ces normes. Donc, je ne vais pas vous lire tout le document. Il y a une adresse web en haut, https www.qaia.ac.uk. Je posterai aussi un PDF avec ça, et vous pourrez suivre, mais ce n'est pas une adresse très difficile à répliquer. Si vous mettez QAA Quality Code, vous arrivez au document. Je prends, alors, de deux côtés, il y a les normes et il y a les demandes en termes de qualité. Le dernier point qui est sur le côté gauche en termes de core practices, les pratiques essentielles, si vous voulez, concerne la nécessité d'utiliser des experts qui ne travaillent pas pour l'université et des méthodes d'évaluation des étudiants qui sont équitables, des mots très importants, transparentes. Donc, ces méthodes sont transparentes. Par exemple, les copies d'examen que les étudiants ont remis doivent être rendues aux étudiants avec les notes qu'il faut, et les annotations, les commentaires. Alors, imaginez ça. Bon, là, on commence à être sur le terrain. Il y a équitable, il y a transparent, c'est-à-dire que si quelqu'un veut savoir comment quelque chose se fait, on va leur dire, voilà le processus, les étudiants doivent avoir leur copie. Ça, c'est l'assurance qualité ultime. L'étudiant a étudié pendant un semestre, il fait son examen, la copie va chez l'enseignant met une note et des commentaires, et il remet la copie à l'étudiant. Moi, quand j'étais étudiant, je voulais toujours voir ma copie. Je me rappelle, j'ai rouspété une ou deux fois, parce que je pensais que l'enseignant ne m'avait pas donné ce que je méritais. C'est fermer la boucle, to close the loop, basically. Et là, c'est pas tous les étudiants qui veulent voir leur copie. Il y en a, ils se disent, moi je m'en fous, je sais que le système est bien. D'autres, non, ils vont voir. Et il y a une autre dimension à ça, ce n'est pas juste une question de vérifier la note qu'on reçoit, c'est aussi pour compléter le processus d'éducation. Parce que, l'étudiant vous donne quelque chose, dans un examen qui dure 2 heures, on bouillonne, on ne se rappelle pas très bien de ce qu'on a fait. On vous donne ce qu'on a fait, et puis, purée, j'ai fait une erreur là, ou là, j'ai bien fait ici, et l'enseignant m'a donné 0. Je voudrais bien savoir pourquoi. Et ce point-là, c'est le dernier, sur la gauche, sous pratique essentielle, core practices. Et le premier point sur la droite, en dessous des demandes de qualité,
touche au processus d'admission qui doit être, encore une fois, équitable, inclusif et fiable. Pour ce point, il est nécessaire d'effectuer une mesure pour déterminer, plutôt de concevoir une mesure pour déterminer la qualité des procédures employées. Donc, on parle d'admission d'étudiants à l'université. Qu'est-ce qu'il faut comme mesure, justement, pour assurer la qualité de ce processus? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. 1, 2, 3, 4. Bon, là, je vous dis, par exemple, ce processus, bon, il y a ce qu'on fait, ce que l'étudiant doit remplir, les documents qu'il doit donner, les rapports qu'on écrit, mais il y a aussi la satisfaction de l'étudiant. À la fin, on lui donne l'opportunité de dire, bon, comment vous avez trouvé le processus d'admission? Et là, un auditeur va dire, bon, oui, le processus existe, la documentation existe, il y a une politique pour ça, et le client, qui est l'étudiant, est content ou n'a rien dit. Et si l'étudiant se plaint, comment qu'on a fait un suivi de la plainte? Bon, j'ai pris le premier point sur la gauche, le dernier point sur la droite. La droite, c'est les standards, les normes, plutôt, les normes. Et plutôt la gauche, c'est les normes. Sur la droite, les demandes en termes de qualité. Et bon, ce document est une lecture intéressante, je dirais. Et avant de... Bon, maintenant, je vais commencer à parler sur le terrain, assurance qualité sur le terrain. Il faut dire que la raison pour laquelle on parle de normes et de demandes en termes de qualité, j'ai eu un exemple, une métaphore, si vous voulez, justement pour illustrer pourquoi il y a les normes et l'assurance qualité, les demandes en termes d'assurance qualité. Les programmes d'études les mieux conçus ne sont pas nécessairement les meilleurs programmes. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. Vous achetez une Mercedes, c'est bon, le top, presque près du top, on ne va pas aller à d'autres marques, mais si vous ne prenez pas votre voiture régulièrement se faire pour un service et un examen technique, après quelques temps, la meilleure voiture au monde, elle ne va pas fonctionner, il va manquer de l'huile, il va manquer de sable, et il faut justement, pour assurer la qualité, il faut passer en revue certaines choses. Les UK, au Royaume-Uni, en termes de voitures, les voitures neuves, pendant 5 ans, on n'y touche pas, on ne vérifie pas. Bon, on dit qu'il y a 5 ans de garantie, mais ça ne veut rien dire parce que pendant les 5 ans, moi j'ai acheté une voiture, pendant les 5 ans, il a fallu faire des réparations. Mais après 5 ans, l'État demande à ce que les voitures soient passées en revue technique, un contrôle technique tous les ans. Si on n'a pas les résultats du contrôle technique, on ne peut pas se faire assurer, on ne peut pas être sur la voie publique. Donc, ça illustre mon... Donc, concevoir, faire la conception de programmes par des spécialistes qui savent tout sur tout et les donner à des enseignants ou ces mêmes spécialistes vont faire leur cours à des étudiants très qualifiés. Moi, je vous assure, si on ne fait rien en termes d'assurance qualité de ces procédures qui vérifient la performance du module, de l'enseignant, de l'étudiant, ça va sans dire, et bien après un moment, on aura des problèmes. Donc, sur le terrain, l'assurance qualité va toucher à tout. Les modules, les programmes d'études, les modules, bien sûr, un groupe de modules fait un programme d'études, l'évaluation des étudiants, l'administration, l'université elle-même. Après le diplôme, l'étudiant, quand il a fini, on n'en a pas fini avec lui. Bon, il devient un alumni, je pense. Et là, comment dire, le quality assurance, quand on se fait auditer, on va poser la question aux étudiants, 6 mois après qu'ils aient fini leur diplôme, quel genre de job ils ont eu. Et bon, si les jobs que le diplômé ont réussi à avoir, bon, d'abord il faut qu'ils aient un job. Si les jobs qu'ils ont réussi à avoir ne sont pas en accordance avec le diplôme qu'ils ont, on va dire, il y a peut-être un problème quelque part. Peut-être que
ce que vous faites n'est pas aussi bon. Bon, je vous donne l'exemple du département dans lequel j'étais avant de venir à Amman. On avait un très très bon record. Enfin, nos étudiants, après 6 mois, ils étaient dans des jobs qui étaient non seulement bien payés pour un débutant dans le domaine, mais aussi qui étaient en accordance avec leur diplôme. Donc, un ingénieur électronique allait travailler pour une firme qui avait quelque chose à voir avec l'électronique, si ce n'est pas de faire de la conception. Donc, juste pour expliquer post-diplôme et pourquoi ça fait partie de l'assurance qualité. Et puis, il y a le retour d'information, ce qu'on appelle le feedback. Et le feedback, c'est les étudiants, c'est le staff, c'est des enquêtes de satisfaction. Enfin, j'utilise le mot plus souvent maintenant parce que quelqu'un dans le groupe m'a donné le terme, parce que je ne parle pas très souvent en français, surtout quand il s'agit de technique, de boulot. Et puis, bon, le staff, pourquoi le staff? Parce qu'un staff qui n'est pas satisfait ne va pas avoir une bonne performance. C'est aussi simple que ça. Donc, l'université doit mesurer la satisfaction du staff. Et s'il y a des problèmes, et une des façons de découvrir ces problèmes, c'est de faire ces enquêtes de satisfaction. Et il faut résoudre les problèmes et faire en sorte qu'ils soient moindres, si ce n'est pas qu'ils disparaissent. Et puis, assurance qualité sur le terrain, justement, c'est cette validation externe. On a parlé quand j'ai parlé du code de qualité, validation externe. Alors, un truc que je suis presque sûr n'est pas utilisé en Algérie, s'il est utilisé, c'est dans des poches des niches, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle external examiner, examinateur externe. Donc, l'external examiner est un concept et une pratique très, très, très puissante. On a un département qui a un programme, on va prendre un département, n'importe lequel, un programme, n'importe lequel. Le département va inviter un professionnel qui travaille dans l'industrie. Bon, pour rester dans l'ingénieur, ça pourrait être quelqu'un qui enseigne les langues pour une école de linguistique. Et ce professionnel va recevoir les examens, les devoirs, le descripteur du module qui est enseigné. Il va assister au conseil de classe. Typiquement, il y a 2 conseils au niveau de l'université, au niveau des programmes. Il y a un conseil pour confirmer les notes. Il y a un conseil pour décider de ce qui va se passer, de ce qui va arriver à l'étudiant. Donc, c'est 2. Et l'external examiner va assister à ces deux comités. L'external examiner ne travaille pas pour l'université. On lui paye une pitance. Vraiment, c'est pas, on lui paye le voyage et puis on lui donne un petit peu d'argent, mais comparé à ce qu'il a à faire, c'est pas beaucoup d'argent. C'est généralement des gens qui veulent du bien pour le système et qui veulent peut-être se faire une petite réputation parce que ça ne fait pas de mal d'être un external examiner. Mais il y a du travail, il y a du boulot. Donc ça a tendance à être des gens qui sont en fin de carrière, généralement. Bon, ils peuvent être jeunes, mais généralement, il y en a beaucoup qui sont en fin de carrière. Et cet external examiner, ce n'est pas une blague, parce que cette personne, ce professionnel, va écrire un rapport à la fin de l'année qui va être envoyé à l'université, pas au département. Bon, il va être envoyé au département à travers l'université. Et si ce rapport n'est pas un rapport décent, l'accreditation QAA, pour commencer, QAA qui vient tous les 4 ans, on va demander ces rapports, avoir ces rapports. Et s'il y a des problèmes qui sont soulevés et surtout qui ne sont pas résolus, là, on perd des points, on perd des points sérieux. Et en termes d'accréditation, qui est l'autre volet pour l'assurance qualité, les accréditeurs, si vous voulez, quand ils viennent, ils disent on veut les rapports des external examiners, des examinateurs externes pour les 5 dernières années, les 3 dernières années. Et encore une fois, si ce ne sont pas des bons rapports, bon, la seule façon que je connais d'avoir de bons rapports, c'est de faire les choses de la bonne manière.
parce que bon, j'ai eu à faire des examinateurs externes en tant que coordinateur au niveau du département. Ces types-là, ils sont switched on, ils sont vraiment, ils arrivent, ils disent on veut voir les projets, les rapports des projets de fin de cycle. Alors, tu leur mets la boîte en face d'eux et ils mettent la main dedans, ils vous tirent le projet qui a un problème. C'est incroyable. Et ça marche. Moi, je trouve que c'est un système super. Et ça force le staff à pay attention, à être éveillé et à faire la chose qu'il faut de la bonne manière quand personne ne regarde. Et il y a quelqu'un qui regarde. Et puis finalement, sur le terrain, il y a l'accréditation qui vient de ces institutions licenciées par l'Engineering Council, qui est le détenteur ou le gardien, si vous voulez, des normes en application, question compétences des étudiants, et so on and so forth. Donc, ça, c'est une vue grosso modo. Je passe, je fais un petit peu un drilling, je fais une petite percée et on va administration. Quand un accréditeur vient ou que le QAA va à l'université, ils vont demander à voir tout ce qui est administration, politique, stratégie, toutes les règles, en anglais c'est policies, qui couvrent toutes les opérations, procédures en place, qui doivent être visibles par tous, et les accréditeurs, tous ceux qui vérifient la qualité, qui assurent la qualité, qui vérifient qu'on assure la qualité, doivent trouver une adhérence totale. Bon, totale, il va y avoir des petites, comment dirais-je, des départs, des non-adhérences, mais généralement, moi, dans beaucoup de cas, pour les conseils de classe, par exemple, ils disent le conseil de classe peut faire ceci, cela, cela, mais il peut dévier, et s'il dévie, il faut qu'il donne une bonne raison et que cela soit communiqué au vice-chancelier de l'université, hein, le top de l'arbre, si vous voulez. Mais les 2 points en rouge, la documentation doit y être et adhérence totale. Après, on a les comptes rendus parce qu'on a une politique pour gérer, gérer les plaintes. Il va y avoir des réunions en ce qui concerne ça. Il faut qu'il y ait des comptes rendus. Donc, le QAA ou l'accréditeur, ils vont dire, bon, est-ce qu'on peut voir le rapport pour tel rapport de réunion, compte rendu de réunion pour telle opération. Et encore une fois, s'il y a un problème, il y a des problèmes, des actions à faire, des trucs à faire, et il faut qu'il y ait un suivi. Ils vont dire, bon, qui c'est qui a fait ça? Est-ce que ça a été fini? Est-ce que le plaignant, dans le cas d'une plainte, est-ce qu'on lui a communiqué ou à la lettre? And so on, so forth. Les rapports de fin d'année, il faut qu'ils y soient. Les départements, tous les départements doivent soumettre un rapport de fin d'année. Les évaluations documentées de performance de module. Un outil très puissant, encore une fois. Bon, j'imagine que ça doit exister en Algérie parce que, quand même, c'est un truc essentiel. Alors, l'évaluation de performance de module, c'est un rapport qu'on écrit. Bon, il y a un formulaire où on considère un tas de trucs, les problèmes durant l'année, les actions qu'on avait à la fin de l'année précédente, est-ce qu'on les a exécutées? Cette année, quand on a fait l'enquête de satisfaction, qu'est-ce qu'ont dit les étudiants? L'examinateur externe, qu'est-ce qu'il a dit à propos des examens? Est-ce qu'il a dit quelque chose durant les conseils de classe? Tout doit être. Est-ce que le cursus, le syllabus est valide? Est-ce qu'on veut changer ce qu'il y a dans le descripteur du module? C'est un rapport complet. Et moi, j'aimais bien faire ce rapport. Bon, ça fait 4 ans maintenant que je n'en ai pas fait, mais j'aimais bien faire ce rapport parce que c'était un moment de réflexion, carrément. Ça prenait deux jours à faire pour chaque module, où on fait une révision du moteur, si vous voulez. Et puis la donnée qu'on utilisait, par exemple, pour les enquêtes de satisfaction, c'était 3 ans. Il fallait qu'on ait 3 ans de données. Et pour voir est-ce que la satisfaction est constante, est-ce qu'elle est au niveau qu'il faut. Je vais en parler un peu plus dans un moment.
c'était un bon rapport à produire, surtout quand on a de bons résultats. Il y a aussi les notes pour le module, les notes qu'ont utilisé les étudiants. Est-ce que tout le monde a cartonné? Il y a un problème. Peut-être. Est-ce que tout le monde a échoué? Il y a un problème. Parce que généralement, la performance des étudiants suit une gaussienne. C'est ce que tout le monde au Royaume-Uni qui enseigne sait, pense savoir, c'est, on applique ça. Si ce n'est pas une gaussienne qui a une déviation standard acceptable, qui veut dire qu'on a fait la différence entre les bons des étudiants et ceux qui ne sont pas aussi bons. Si tout le monde a cartonné, tout le monde a près de 100%, là on commence à se poser des questions. Est-ce que les questions étaient au niveau qu'il faut? Et là, on dit, bon, l'examen de cette année n'était pas à la hauteur. Pour l'année prochaine, on va examiner ça et voir vérifier qu'on est au niveau au moins. Parce que, bon, il y a la possibilité qu'il y ait des étudiants qui ont bien fait, qu'on ait un batch d'étudiants qui sont bien. Et bon, everything else, ce n'est qu'une diapo exemple avec les éléments qui sont dessus. Sur le terrain encore, évaluation des examens. Bon, j'en suis à 50 minutes, je m'excuse si vous êtes endormi, mais je vais continuer quand même. Alors, évaluation d'examen et ce qu'on appelle coursework, examination coursework. Coursework, c'est devoir, ce qu'on donne à l'étudiant à faire, qui n'est pas sous condition d'examen. Alors, pour un examen, je prends l'exemple d'un examen, il y a le chef le responsable du module qui produit, ils peuvent être à deux, travailler, produit un examen, et cet examen va chez un modérateur. Le modérateur est quelqu'un qui a une idée du sujet, mais qui n'enseigne pas le module. Et ce modérateur, il faut qu'il soit content. Il va examiner, il va passer en revue l'examen et il va faire des commentaires où là, il va dire tout va bien. Et il y a des cas où bon, il te dit, bon, c'est un examen pour des étudiants de troisième année, et là, les questions que tu leur donnes, c'est des questions de première année. Résoudre. Et bon, il y a une discussion qui se passe. Une fois que le modérateur et le responsable du module se sont mis d'accord, l'examen est envoyé chez qui? Oui, vous avez deviné, l'examinateur externe. Il y a aussi accès à la description du module, et là, il va faire des commentaires. Et ces commentaires, il va s'en rappeler. Qu'ils soient bons ou mauvais, il va s'en rappeler pour son rapport plus tard. On passe au feedback, student feedback, mainly, principalement. Et c'est le retour d'information ou enquête de satisfaction qui touche au module enseignant, ressources, programme université elle-même. Alors, je liste là, il y a un retour plutôt une enquête de satisfaction à la fin du module, au milieu du module, fin d'année, fin de cycle. Et puis, il y a en rouge National Student Survey, NSS. Si vous allez dans une université d'Angleterre, la majorité, elles prennent le NSS très, très, très au sérieux. C'est une bête noire un petit peu parce que il faut que les étudiants participent. Si on n'a pas un nombre minimum de participants, alors la règle de rule of thumb, la règle du pouce, si vous voulez mesurer comme ça un petit peu, c'est il faut un minimum de 10 étudiants qui équivaudrait à 50% de la population. Si on a moins de 10 étudiants, l'enquête n'est pas valide, les résultats de l'enquête ne sont pas valides. Et le NSS, il a 27 questions qui touchent aux études et qui touchent à l'université, aux ressources, tout ce que l'université a fait. 27 questions, plus 2 questions texte libre, où les étudiants peuvent écrire n'importe quoi, c'est anonyme. Alors les étudiants encouragent plutôt l'université encourage les étudiants beaucoup à participer dans ce NSS de manière à pouvoir récolter les résultats et dire, bon, au NSS, notre score a été de temps. Venez étudier chez nous parce que le modèle au Royaume-Uni, c'est que les universités doivent attirer les étudiants. Il y a un problème si on n'a pas assez d'étudiants. L'argent que reçoit l'université est dépendant du nombre d'étudiants. Encore la notion de business, si vous voulez. Alors, je vous donne un exemple, c'est le rapport justement de
l'enquête de satisfaction pour un module que c'était la dernière année avant, le dernier semestre avant que je parte. C'était un module, en fait, c'était un module que j'ai fait en ligne avec 2 autres collègues. Moi, on enseignait un tiers chacun, mais j'étais le responsable du module. Et pour les enquêtes de satisfaction pour les modules, à l'Université de Portsmouth, on a 14 questions plus 2 questions en texte libre ou libre texte. Et il y a 14 questions, elles sont en dessous. Moi, j'ai pris que le début de la page, c'était un rapport qui avait 4 pages, je crois, 4 ou 5 pages. Et les 2 nombres qui sont importants sont about on appelait ça unit, the module, about the module, and overall satisfaction. Donc, 14 questions, 13 questions sont agrégées, aggregated, sont combinés pour vous donner un score sur 5. Donc là, j'ai reçu un score de 4, ce qui est bien parce que la limite en dessous de laquelle on ne doit pas tomber, c'est 3,75. Et overall satisfaction, c'est une seule question qui demande à l'étudiant, grosso modo, dans l'ensemble, comment est-ce que vous êtes satisfait du module. Et là, j'avais reçu 4,2. On avait reçu. C'était mon module, si vous voulez, donc j'étais bien content. 4,2, c'est une bonne note. Ces 2 nombres-là, ils vont dans mon évaluation de fin d'année du module, fin de semestre du module. Et s'ils ne sont pas bons, je pourrais me faire tirer les oreilles, ou du moins demande d'explication par le chef de département qui dit, bon, pourquoi tu as reçu un 2 sur 4 Et bon, si ce n'est pas, même si on est copain avec le chef de département, quand les accréditeurs ils viennent et ils voient ça, ils demandent est-ce que vous avez un problème. Et il ne faut pas dire les étudiants n'étaient pas bons, ça ne marche pas. Si les étudiants n'étaient pas bons, la responsabilité, enfin, il y a une grande part de responsabilité de l'enseignant de faire en sorte que les étudiants sont bien. Bon, ça c'est un exemple. Alors je passe, je crois, à la dernière, bon, c'est pas une définition, mais c'est plus quand j'ai pris mon poste à Amman, je suis arrivé, enfin, les gens me voyaient, on m'appelait Dr. Quality Assurance sur son blanc destrier qui avait l'étendard assurance qualité. Premier meeting, je leur ai dit, je vais vous dire 3 choses. Quality assurance is everyone's business. Quality assurance is everyone's business. And quality assurance is everyone's business. Je leur ai dit que l'assurance qualité, c'est l'affaire de tous. Et c'est l'affaire de tous. Ça commence. Le gardien, si l'université a une porte jusqu'au vice-chancelier, le chancelier, bon, il y a une différence entre les deux. Donc, vraiment, et bon, je crois que j'arrive quand même 57 minutes et des poussières. Voilà, c'est la présentation. Comme j'ai dit, je n'ai pas pu enregistrer. Je vais essayer de le poster d'une manière ou d'une autre. Je vais probablement utiliser YouTube et je vais vous envoyer le lien. Si vous m'écoutez dire ça, c'est que ça a marché. Et je vais aussi poster le fichier PDF pour les gens qui veulent utiliser ça. Si vous avez des questions, vous savez, en fait, je ne vous ai pas donné mon adresse. J'aurais dû vous donner mon adresse, mais je suis disponible sur Facebook, sur notre groupe, et je suis prêt à discuter avec les gens à propos de n'importe quel aspect. Bon, je ne dis pas que je connais tout, enfin, j'en connais assez, mais enquête de satisfaction, tout ça, let me know. OK? Merci pour votre attention et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. Ciao, see you on the group. Il faut que j'arrête ce truc. Stop.